existe une expérience que peu de gens connaissent, mais qui a bouleversé la manière dont on comprend la richesse. On a suivi pendant des années 2 groupes de personnes ayant gagné une somme d'argent importante d'un coup. Le premier groupe, des gagnants de loterie. Le second, des rescapés d'accidents ayant reçu une indemnisation équivalente. 2 ans plus tard, on a mesuré leur niveau de bonheur et surtout leur situation financière. Le résultat a choqué les chercheurs eux-mêmes. Dans la majorité des cas, l'argent avait disparu. Pas à cause du hasard, pas à cause du marché, à cause de quelque chose de beaucoup plus profond que personne n'avait pris la peine de regarder. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que l'argent ne se comporte jamais comme un objet neutre. Il se comporte comme un miroir. Il révèle, il amplifie, il expose ce qui existait déjà à l'intérieur d'une personne, bien avant qu'elle ne le possède, et si cette idée est vraie, alors elle change absolument tout. Parce que cela signifie qu'aucune somme d'argent, aussi grande soit-elle, ne peut réparer durablement ce qui n'a pas été construit à l'intérieur en premier. Regarde autour de toi, honnêtement. Combien de personnes connais-tu qui travaillent énormément, qui sont intelligentes, qui ont de bonnes idées et qui pourtant semblent tourner en rond financièrement, année après année? Ce n'est presque jamais un problème de compétence. C'est un problème invisible, silencieux, qui opère en dessous de la conscience et qui sabote méthodiquement chaque tentative de progression. C'est une sensation que beaucoup connaissent trop bien. Cette impression d'avancer de 2 pas, puis de reculer de 3, sans jamais comprendre pourquoi. On change de travail, on espère que ce sera différent. On obtient une augmentation et pourtant, quelques mois plus tard, les dépenses ont mystérieusement rattrapé les revenus. On se dit que c'est la faute des circonstances. On se dit que ce sera mieux la prochaine fois. Mais la prochaine fois ressemble étrangement à la précédente. Pourtant, voici où beaucoup de gens se trompent complètement. Ils cherchent la solution dans l'extérieur, un meilleur salaire, une meilleure opportunité, un meilleur timing, alors que le véritable mécanisme se situe ailleurs, dans une zone que la plupart des gens n'examinent jamais consciemment. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Chaque être humain porte en lui ce qu'on pourrait appeler une empreinte financière, une sorte de carte intérieure dessinée pendant l'enfance qui indique, sans qu'on en soit conscient, ce qui est permis, ce qui est dangereux, ce qui est mérité et ce qui ne l'est pas. En matière d'argent, cette carte n'a jamais été choisie. Elle a été absorbée, comme une éponge absorbe l'eau, à travers les tensions, les non-dits, les phrases répétées sans y penser. Voici ce qui est fascinant. Cette empreinte agit exactement comme un thermostat. Un thermostat ne se soucie pas de la météo extérieure. Il ramène toujours la température vers un point précis, programmé à l'avance. L'esprit humain fonctionne de la même manière avec l'argent. Il possède un point de confort financier intérieur. Et chaque fois que la réalité extérieure s'éloigne trop de ce point, dans un sens ou dans l'autre, quelque chose en nous travaille, souvent sans qu'on le remarque, pour revenir vers ce qui est familier. C'est exactement ce qui explique le sort de tant de gagnants de loterie. Leur compte en banque a changé du jour au lendemain. Mais leur thermostat intérieur, lui, est resté identique. Et un thermostat intérieur, toujours, finit par gagner contre les circonstances extérieures. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que ce mécanisme ne se limite pas à ceux qui gagnent soudainement de l'argent. Il agit exactement de la même façon jour après jour, dans la vie de chacun. Chaque décision, aussi minime paraisse-t-elle, est influencée par cette carte intérieure. La manière de répondre à une opportunité, la manière de négocier, la manière de réagir face à une dépense imprévue. Ce ne sont pas des choix isolés. Ce sont les symptômes visibles d'un programme invisible qui tourne en permanence. Imagine maintenant 2 personnes placées devant exactement la même opportunité d'investissement. Même montant, même risque, même potentiel. La première ressent une excitation contrôlée, une curiosité, l'envie d'aller vérifier, d'apprendre, de comprendre. La seconde ressent une angoisse diffuse, une envie de fuir, une certitude presque immédiate que ça ne fonctionnera pas pour elle. La situation extérieure est identique. Ce qui diffère entièrement, c'est le filtre intérieur à travers lequel chacune l'aperçoit.
Earl Nightingale avait résumé cette idée d'une phrase devenue célèbre. Nous devenons ce à quoi nous pensons de façon dominante. Ce n'est pas une incantation magique, c'est une mécanique. Ce sur quoi l'attention se pose de façon répétée devient littéralement la matière première de la perception. Et la perception, avant même l'action, détermine déjà une grande partie du résultat. Ce que très peu de personnes comprennent aussi, c'est que l'esprit humain déteste l'incohérence. Si une personne désire consciemment plus d'argent, mais qu'une croyance ancienne murmure, quelque part en elle, que l'argent abîme les relations, ou que la richesse est réservée à d'autres, alors ces deux forces vont s'affronter silencieusement. Et dans cet affrontement invisible, la croyance ancienne l'emporte presque toujours, simplement parce qu'elle est installée depuis plus longtemps, plus profondément. Pense à cette histoire, très révélatrice, d'un jeune entrepreneur qui avait enfin réussi à décrocher un contrat représentant plusieurs mois de revenus habituels. Au lieu de ressentir de la joie stable, il a ressenti une agitation étrange. Dans les semaines qui ont suivi, il a pris des décisions qui ne lui ressemblaient pas. Des dépenses impulsives, un désengagement soudain envers un client fidèle, une négligence administrative coûteuse. Ce n'était pas un hasard. C'était son thermostat intérieur qui tentait, à sa manière maladroite, de ramener la situation vers un territoire connu. Le véritable secret est ailleurs que dans la recherche d'une meilleure stratégie extérieure. Le véritable secret, c'est que l'argent est une conséquence, jamais une cause. Une conséquence directe de la cohérence entre ce qu'une personne pense mériter et ce qu'elle ose réellement accueillir dans sa vie. Alors la question devient évidente. Comment déplacer ce point de confort intérieur? Comment reprogrammer ce thermostat pour qu'il accepte, sans résistance, un niveau de vie plus élevé, plus stable, plus durable? Napoleon Hill, après avoir étudié pendant des décennies les hommes les plus fortunés de son époque, avait identifié un point commun frappant, présent chez presque tous, indépendamment de leur milieu d'origine. Ce n'était ni leur intelligence ni leur chance. C'était la clarté extrême de leur intention, associée à une conviction profonde que cette intention allait se concrétiser. Cette combinaison agit comme un projecteur mental. Elle oriente l'attention vers des opportunités qui existaient déjà, mais qui restaient invisibles, simplement parce que l'esprit n'était pas encore configuré pour les repérer. C'est un peu comme apprendre un nouveau mot. Une fois qu'on le connaît, on l'entend soudainement partout, alors qu'il était présent depuis toujours dans les conversations. L'argent fonctionne selon la même logique. Les occasions ne manquent presque jamais réellement. Ce qui manque, c'est un système de perception suffisamment ouvert et confiant pour les identifier. Mais la perception seule ne suffit pas. Il faut aussi une deuxième force, souvent sous-estimée, la répétition des petites actions cohérentes. Jim Rohn utilisait une image d'une simplicité redoutable. Chaque petite décision financière est comme une graine plantée dans le sol. Une seule graine ne change rien de visible immédiatement. Mais des centaines de graines plantées avec constance sur plusieurs années finissent inévitablement par former une forêt entière. Et c'est exactement l'inverse qui ruine la majorité des situations financières. Ce ne sont presque jamais de grandes catastrophes isolées. Ce sont des centaines de petites négligences répétées, invisibles individuellement, mais dévastatrices collectivement. Voici maintenant comment reconstruire concrètement cette structure intérieure, étape par étape. La première étape consiste à observer, sans jugement, les croyances héritées sur l'argent, prendre un moment seul, en silence, et écrire honnêtement les phrases entendues durant l'enfance. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut se méfier de ceux qui en ont trop. On n'est pas fait pour être riche dans cette famille. Chacune de ces phrases, une fois posée sur le papier, perd immédiatement une partie de son emprise. Une croyance dans l'ombre continue de gouverner en silence. Une croyance mise en lumière peut enfin être questionnée et éventuellement réécrite. La deuxième étape consiste à reformuler ses croyances, non pas par un déni forcé, mais par une nouvelle affirmation crédible pour l'esprit. Se répéter l'argent vient facilement à moi peut sonner faux et créer une résistance intérieure immédiate.
Il est beaucoup plus puissant d'affirmer « je développe chaque jour ma capacité à résoudre des problèmes et à créer de la valeur, et cette valeur revient naturellement vers moi ». Une phrase crédible, répétée avec conviction sur la durée, finit par s'intégrer profondément dans la structure mentale. La troisième étape consiste à poser une action minimale chaque jour, orientée vers l'objectif financier. Lire quelques pages sur la gestion de l'argent. Analyser une dépense automatique. Envoyer un message professionnel qui ouvre une porte. Chacune de ces actions semble insignifiante isolément, mais elle envoie un signal puissant au système intérieur. Je suis une personne qui agit de façon cohérente avec ce qu'elle désire. Répété sur des semaines, ce signal commence à transformer l'identité elle-même, bien plus profondément qu'une simple intention. La quatrième étape consiste à apprendre à tolérer l'inconfort de la croissance. Chaque fois qu'un nouveau niveau de résultat commence à apparaître, une gêne intérieure surgit presque automatiquement. C'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens reculent, sans même s'en rendre compte. Rester stable dans cet inconfort, sans fuir vers le comportement familier, c'est exactement ce qui permet progressivement de déplacer le point de confort intérieur vers le haut. La cinquième étape concerne l'environnement. Bob Proctor insistait sur ce point avec beaucoup de constance. Il est presque impossible de s'élever durablement dans un environnement qui tire constamment vers le bas. Les croyances collectives d'un groupe s'infiltrent dans l'esprit individuel, presque par osmose, sans qu'on en ait conscience. Recherchez même modestement des lectures, des conversations, des exemples de personnes qui pensent l'argent différemment, revient littéralement à reprogrammer petit à petit les références intérieures. Imagine maintenant une personne qui applique ces 5 étapes avec constance pendant plusieurs mois. Pas parfaitement, pas sans doute, ni sans peur, mais avec régularité. Cette personne ne sera plus tout à fait la même. Son rapport à l'argent aura changé de nature. Elle ne percevra plus les opportunités comme des dangers à éviter, mais comme des extensions naturelles de ce qu'elle est devenue capable de porter. Et c'est précisément là que se trouve l'espoir. Un espoir profondément concret, presque mathématique. Parce que si l'argent est une conséquence d'une structure intérieure, alors cette structure, contrairement au milieu de naissance ou au contexte économique, reste entièrement modifiable, à tout âge, dans toutes les circonstances. Aucune enfance, aussi marquée soit-elle par le manque ou la peur, ne condamne définitivement un avenir financier. Le passé a construit le système actuel, mais il ne détient aucun droit exclusif sur le système à venir. Pense à toutes ces personnes, à travers l'histoire, parties de rien, absolument rien, et qui ont pourtant bâti des fortunes considérables. Ce n'est jamais uniquement parce qu'elles avaient un avantage extérieur. C'est parce qu'à un moment précis de leur existence, quelque chose s'est déplacé à l'intérieur d'elle, une décision, un refus catégorique de rester prisonnière d'une carte intérieure qu'elle n'avait jamais choisie. Ce moment peut arriver maintenant, pour quiconque écoute ces mots avec attention. Pas dans un futur vague et lointain, maintenant, parce que la première étape ne demande ni capital, ni relation, ni diplôme. Elle demande simplement la volonté d'observer honnêtement cette carte intérieure, et le courage de commencer à la redessiner, une croyance à la fois, une action à la fois. Le monde extérieur continuera d'offrir, à peu de choses près, les mêmes opportunités à tout le monde. La véritable différence, l'unique différence qui compte vraiment, se joue dans cette structure silencieuse que chacun porte en lui et que très peu de personnes prennent jamais le temps d'examiner. Ce n'est pas l'argent qui transforme une vie. C'est la personne que l'on devient en apprenant enfin à porter intérieurement ce qu'on désire extérieurement.